Une question de Maïdou. Jordan Bardella a récemment expliqué dans une interview accordée à Politico Europe que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, serait devenue obsolète et qu'il faudrait évoluer vers une organisation plus fédérale. Dans le même propos, il estime que la France devrait contribuer moins au budget européen et récupérer davantage de marge de manœuvre nationale. Comment peut-on défendre une évolution fédérale de l'Union tout en souhaitant réduire ses compétences et moyens financiers ? Alors, on va reprendre à zéro. Bon, déjà, je rappelle au passage que ce que peut dire M. Bardella, ce que peut dire Pierre-Paul Jacques, qui sera élu, les 26 autres s'en foutent. Hein. Voilà. Donc déjà, je rappelle que pour changer les traités européens, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut que le projet de M. Bardella convainque, par exemple, la Lituanie ou la Bulgarie. Voilà. Vous imaginez que Bardella, comme gouvernement français, dise « Voilà, nous on en a assez de payer », ce que je suis tout à fait d'accord, ça c'est 1000 fois d'accord avec ce premier constat. Donc on veut payer moitié moins. Donc au lieu de verser chaque année, mettons, je sais plus combien, quelque chose comme bientôt peut-être 30 milliards d'euros, parce que ça va monter beaucoup, ben on va, ou mettons 25 milliards, on va verser 12 milliards et demi. Que vont dire les autres ? Alors, il ne s'agit pas de changer les traités, parce que la répartition, ça c'est le droit budgétaire, c'est la programmation pluriannuelle budgétaire. Mais il se trouve que la programmation pluriannuelle budgétaire fait justement l'objet de ces décisions qui sont prises à l'unanimité. Il n'y a pas de majorité qualifiée. Bon. Donc, imaginez que M. Bardella nous explique qu'il vienne dire voilà, on va diviser par deux la contribution de la France. Ça veut dire qu'il va falloir que les pays bénéficiaires nets comme la Pologne perdra au passage, je sais pas, 2-3 milliards d'euros sur lesquels elle comptait, la Bulgarie 300 millions d'euros ou 500 millions d'euros, la Hongrie pareil, etc. Qu'est-ce que vont dire, à votre avis ? C'est très compliqué à comprendre, hein, M. Bardella. Qu'est-ce qu'ils vont dire, à votre avis, quand vous allez leur annoncer la bouche en cœur que si la France paye moitié moins, il va falloir qu'ils se serrent la ceinture de plusieurs milliards ou centaines de millions d'euros. Ben, je vais vous avouer un secret que vous ne répéterez à personne. Ils vont dire non, voilà. Et comme il faut l'unanimité, ben ça sera terminé. Voilà. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre ? Qui dit Europe fédérale ? On ne pourra pas avoir d'Europe fédérale tant qu'on n'aura pas une fusion totale des monnaies. Voilà. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne devienne la seule et unique banque centrale. Que l'on supprime les banques centrales nationales. Voilà. Nous avons tous gardé nos monnaies nationales. Il y a la Banque de France, la Banque d'Italie, la Banque de Grèce, la Bundesbank, etc. On a tous gardé nos banques nationales. Et donc quand vous avez des liquidités sur une banque, par une banque commerciale en France, en fait, juridiquement, c'est une créance sur la Banque de France. Si vous les transférez en Allemagne, ça devient une créance sur la Bundesbank. Bon. Ça veut dire que on a nos monnaies nationales, mais on a le micmac qui s'est passé en 99, c'est que ces monnaies nationales s'appellent toutes euros et elles s'échangent au taux de 1 pour 1. C'est comme ça que ça se passe. Donc d'aspect extérieur, c'est la même monnaie. Mais juridiquement, non. Et c'est les Allemands qui avaient beaucoup tenu à ça pour que ce soit relativement facilement réversible. Et ce qui va de pair, c'est le refus absolu des Allemands, mais aussi des pays du nord de l'Europe, les pays sérieux, du moins qui se jugent comme tels, les Pays-Bas, la Finlande, le Luxembourg, qui sont des pays créditeurs nets dans le système Target 2 de balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Ils ne veulent pour rien au monde avoir une dette européenne. Ils ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas que lorsque... Parce que si on était une Europe fédérale, ça voudrait dire, par exemple, eh bien, que lorsque l'Italie s'endette, eh bien, tout le monde est responsable. Voilà. Tout le monde serait responsable. Donc si l'Italie a des difficultés à payer, ben voilà. Et puis si c'était une Europe fédérale, eh bien il faudrait que tout serait fédéré. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait plus de politique étrangère différenciée. J'en profite pour dire qu'il y a dans le droit, c'est très compliqué. Dans le droit européen aujourd'hui, il y a, selon les secteurs, c'est décidé
à l'unanimité, à la majorité qualifiée ou à la majorité qualifiée renforcée. Voilà. La majorité qualifiée, c'est un truc qui a été inventé au cours du temps et qui s'est beaucoup développé, notamment avec le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que maintenant, il y a 80 secteurs qui font l'objet d'une majorité qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité qualifiée ? C'est-à-dire que pour qu'une décision soit adoptée, il faut réunir au minimum 55% des États. Alors 55% de 27, ben ça fait 15 États au minimum. C'est 14,8, donc il faut 15 États et 65% de la population. Et alors ça s'applique à toute une série de domaines, par exemple en matière agricole. Par exemple, rappelez-vous ce qui s'est passé pour l'accord UE-Mercosur. Il n'y a plus d'unanimité. La France avait réussi à avoir la minorité de blocage, comme on dit, puisqu'elle s'était accoquinée avec Madame Meloni de l'Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, le Portugal. Je crois qu'il y avait déjà 5 États. Il me semble peut-être un 6e. Et puis, en termes de population, il y avait 35% de la population de l'Union européenne, je crois. Plus de 35. Donc, Macron disait, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Mme Meloni, paf, nous a planté un poignard dans le dos. Macron, il avait dit qu'on avait la majorité de blocage, la minorité de blocage, puis on l'a plus. Donc, du coup, il y a eu l'accord UE-Mercosur. Voilà. Alors ça, il y a 80 sujets comme ça. Il y a quelques sujets qui ont une majorité qualifiée renforcée. Donc là, il ne faut pas avoir 55% des États, mais il faut avoir 70% des États. C'est-à-dire concrètement, au lieu qu'il y ait 15 États, il faut 20 États. Et donc la minorité de blocage tombe à 7. Et puis on garde les 62%. Donc ça, c'est des sujets un peu ponctuels, pas tout à fait ponctuels, mais notamment c'est l'accord donné ou non à un pays qui utilise l'article 50 pour sortir. Voilà. Parce que je rappelle que l'article 50 qui met en branle la sortie de l'Union européenne, vous avez 2 ans pour négocier avec la Commission européenne et au bout des 2 ans ou avant, si on trouve un accord plus facile, plus rapidement, cet accord doit être validé par non pas l'ensemble de tous les 26 autres pays, mais 27, mais pas. Il faut qu'il y ait au moins donc 20 pays qui soient d'accord. Voilà. Et 62% de la population. Et puis enfin, il y a la majorité, l'unanimité. Alors l'unanimité, c'est quoi ? Ben, l'unanimité, c'est à peu près, il y a 8 grands sujets. Alors ça, c'est de mémoire. Vous avez les trucs qui correspondent aux grands sujets de souveraineté, c'est-à-dire la politique étrangère, de sécurité et de défense. Vous avez la politique de coopération judiciaire et de coopération policière, ça relève plutôt au ministère de l'Intérieur. La première dépend au ministère des Affaires étrangères et de la Défense, ministère de l'Intérieur. Vous avez ministère de la Justice, vous avez l'entraide judiciaire, etc. Ça, c'est un autre sujet qui est à l'unanimité. Vous avez le statut de citoyenneté européenne, les avantages, etc. des citoyens européens. Donc ça doit être décidé à l'unanimité. Vous avez tout ce qui dépend du ministère des Finances dans chaque État, donc qui là fait l'objet de l'unanimité, c'est-à-dire la politique fiscale, l'harmonisation fiscale, et puis la politique budgétaire, notamment cette programmation budgétaire pluriannuelle dont je parlais tout à l'heure. Et puis vous avez enfin la politique sociale qui se décide à l'unanimité, parce que les États du style de la Bulgarie ne veulent pas une harmonisation du SMIC. Ça, c'est les fantasmes de Mélenchon, vraiment, qui dit on va faire une harmonisation du SMIC vers le haut. Oui, ben d'accord, bien sûr, mais jamais les pays les plus pauvres l'accepteront. Parce que si la Bulgarie avait le même SMIC que la France, plus rien ne serait compétitif. Donc justement, elle tire sa compétitivité du fait qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a des investissements étrangers venant, par exemple, de pays de l'Ouest européen qui viennent parce que justement, et c'est ça qui va faire petit à petit que la Bulgarie va faire monter son niveau de vie. Voilà, elle ne peut pas sinon. Le 7e, c'est les élargissements. L'élargissement, par exemple, à l'Ukraine, tout ça, c'est à l'unanimité. Que ça s'est. Et enfin, et le dernier, last but not the least, comme on dit en anglais, le dernier mais pas le moindre, et c'est justement la réforme des traités. Donc il faut absolument l'unanimité. Voilà. Donc en fait, M. Bardella, mais il n'est pas le seul, là pour le coup, il faut reconnaître, toutes les personnes qui vous disent qu'ils vont changer l'Europe
ça va faire 70 ans qu'on nous le dit. Je rappelle que Pierre Mendès France, en 1957, qui était député socialiste de la SFIO, avait refusé de voter le traité de Rome en 1957 au motif que c'était pas assez social ici et ça et qu'il fallait changer l'Europe. C'était il y a 70 ans. Voilà. Et plus il y a d'États dedans, plus l'unanimité devient impossible. Enfin, je vais l'expliquer, ça va faire 19 ans que je l'explique. S'ils refusent de réfléchir un instant et s'ils veulent encore et encore croire au Père Noël, bon, bah, qui croit au Père Noël, mais les mêmes choses produiront les mêmes effets. Voilà. Donc, ils devraient bien comprendre ce beau proverbe chinois qui dit c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Voilà. Il ne peut pas y avoir un changement profond de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle est apparue comme ça, par une sédimentation avec des négociations à n'en plus finir, des marathons bruxellois, etc., où se convergent toutes les oppositions fondamentales d'intérêt, puis c'est la petite résultante fragile que l'on a. On peut pas tout bouleverser. La seule vraie façon de mettre un terme à ça, c'est de sortir de l'Union européenne. Voilà, l'idée de Bardella de diviser par deux, non, ça c'est absolument impossible. Ce serait déjà un miracle si on pouvait déjà maintenir au même niveau, puisque Madame von der Leyen et ses commanditaires ont prévu d'augmenter considérablement le budget de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs des européistes français qui le réclament sur l'air des lampions, ce qui prouve qu'on est vraiment dans un monde de dingue. Il y a des Français, c'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne et aux Pays-Bas, eux, ils ne veulent jamais augmenter le budget européen parce qu'ils savent que c'est eux qui casquent. Et ils sont les plus contributeurs nets. Voilà. Donc plus on augmente le budget de l'Union européenne, plus les Allemands vont donner d'argent. Donc eux, ils ont bien compris, ils veulent jamais augmenter le budget de l'Union européenne. En revanche, ce sont les pauvres qui, eux, sont bénéficiaires nets. Donc eux, ils exigent sur l'air des lampions qu'on augmente le budget de l'Union européenne. Mais il se trouve qu'en France, ils prennent comme ça des postures. Oui, il faut doubler le budget européen. Mon Dieu, mais si on doublait le budget européen, ça voudrait dire qu'au lieu de laisser pas 15 milliards d'euros par an, ça serait 30 milliards d'euros par an. Ça serait 3 fois le budget de la ministère de la Justice français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est complètement démentiel. Ça serait déjà gentil si on arrivait à ne pas augmenter. Le périmètre ne fait que s'accroître avec de nouveaux pauvres. Avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et de la Moldavie, c'est que en France, des gens qui disent oui, il faut faire entrer des gens style Glucksmann, Attal, Édouard Philippe, tout ce petit monde qui veut faire entrer l'Ukraine, etc., pour se donner une pause. Ils n'ont même pas réfléchi aux conséquences cataclysmiques sur notre économie. Mais tout le monde n'est pas français. Et vous avez des pays, les Polonais par exemple, qui sont extrêmement vigilants sur leurs intérêts, et c'est la seule chose qui compte. Ils ne sont entrés dans l'Union européenne que pour avoir de l'argent et devenir une des plus principales puissances européennes, ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, avec un cynisme extraordinaire d'ailleurs. Eh bien eux, par exemple, mais aussi les pays baltes, mais aussi la Bulgarie, mais aussi la Slovaquie, mais aussi la Croatie, mais aussi la Bulgarie, la Roumanie, etc., ont fait leur compte et ils ne veulent pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Parce qu'ils savent que si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, à très forte probabilité que leurs subventions à eux diminuent. Parce que les besoins seront tellement énormes. Et même si, comme je le disais tout à l'heure, Mme von der Leyen arrive à augmenter considérablement le budget de l'Union européenne, que nous, par exemple, les Français, les Allemands, les Néerlandais, on paye de plus en plus, il est quand même évident qu'il faudra baisser la part de la Pologne, etc., pour pouvoir donner à fond perdu des sommes monumentales à l'Ukraine, à la Moldavie, à l'Albanie, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à la Bosnie-Herzégovine, à la Géorgie, à l'Arménie. Enfin, ça sera donc voilà. Donc ces pays, les pays de l'Est actuels, voient d'un très mauvais œil l'entrée de l'Union, parce qu'ils sont plus réalistes.